Il est 13 heures, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à l'actualité. Fini le projet d'appui à la mise en œuvre de la politique foncière, place au programme de renforcement de la sécurisation forestière, en abrégé Presfort. La Banque mondiale et l'Agence foncière rurale ont eu une rencontre avec les services de la primature pour affiner les stratégies devant permettre d'améliorer la sécurisation du foncier rural. Conférence inaugurale, panel et exposition des acteurs de l'écosystème du cadre bâti ont permis de passer en revue les problématiques du secteur de la construction. C'est au cours de l'édition 2024 de Urbanic, un forum des innovations technologiques du bâtiment et des travaux publics à l'ère du numérique. L'édition 2024 déclare la guerre aux constructions anarchiques. On en parle dans cette édition. En Tunisie, le président tunisien Kais Saied, au pouvoir depuis 2019, a annoncé hier vendredi qu'il briguerait un nouveau mandat lors de l'élection présidentielle qui doit se tenir le 6 octobre prochain. Voilà pour l'essentiel. Oui, madame, monsieur, bonjour et merci de nous suivre. On ouvre ce journal avec ce communiqué qui émane du ministère des Transports. Il est donné de constater que de nombreux véhicules sont utilisés dans les activités de transport de personnes en violation de la réglementation sur les caractéristiques et les modalités d'exercice des dites activités. Il s'agit notamment des véhicules de couleur orange, orange et blanc ou orange et noir exécutant l'activité de taxis sans compteur eurokilométrique et sans lanterne, de véhicules faisant du VTC sans aucune autorisation et hors toute plateforme agréée, de véhicules exécutant du transport de personnes sans immatriculation ou avec une immatriculation provisoire. Le ministre des Transports, tout en indiquant que ces pratiques mettent en péril les vies des personnes transportées, sont source d'insécurité routière, rappelle que l'exercice illégal de l'activité de transport est puni par la réglementation en vigueur. Il invite par conséquent les personnes désireuses d'exécuter cette activité à se conformer sans délai au texte en vigueur. À défaut, elles verront leur véhicule faire l'objet de mesures de rétention administrative par leur mise en fourrière systématique. Le ministre des Transports, par mesure de sécurité, invite également les éventuels passagers et l'ensemble de la population à éviter d'emprunter les véhicules ci-dessus mentionnés. Il en appelle enfin à l'esprit de responsabilité et de civisme de l'ensemble des acteurs pour un transport urbain à plus sûr. Tout autre chose à présent, madame, monsieur, toutes les données liées au foncier urbain, la délivrance des actes administratifs, les procédures, la cartographie, les lotissements sont désormais consignés dans un annuaire dénommé annuaire statistique, conçu par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Cet annuaire statistique va permettre d'améliorer la gestion du foncier urbain, mais aussi de favoriser la mise en place d'un cadre de transparence dans la gestion du foncier urbain. Le document a été adopté par le ministre Bruno Nabagné-Koné. Lanciné Bakayoko. Cet annuaire, outil de pilotage et de bonne gouvernance, met en lumière les réformes, les projets en cours ainsi que ceux déjà réalisés par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Il s'agit entre autres des innovations apportées au processus de signature des arrêtés de concession définitive avec la signature électronique. Une avancée en matière de sécurisation des transactions. Au niveau de la délivrance de l'ACD, le nombre de titres de propriété délivrés sur l'ensemble du territoire en général et particulièrement à Abidjan a considérablement augmenté sur la période sous revue, passant d'environ 4 000 ACD en 2018 à 17 000 ACD en 2020, 2020 suite à une opération spéciale d'appurement des dossiers, puis à une moyenne entre 10 et 12 000 ACD signés par an. Selon Bruno Nabagné-Koné, l'annuaire devrait faire partie des pratiques usuelles, d'autant qu'il garantit la confiance des bailleurs de fonds, dont les contributions sont cruciales dans la mobilisation des ressources nécessaires au logement social. L'annuaire statistique n'est pas seulement un recueil de chiffres et de données. Il s'agit d'un instrument stratégique de premier ordre pour notre ministère et pour toutes les parties prenantes avec qui nous interagissons au quotidien. Il permet de dresser un état des lieux précis et détaillé de la situation des secteurs de la construction, du logement et de l'urbanisme dans notre pays, à travers la production de données utiles à l'élaboration de politiques publiques plus efficaces et mieux adaptées. Malgré l'effondrement de 3 immeubles en juin, l'on note une baisse significative du nombre d'édifices qui se sont affaissés. Bruno Nabagné-Koné insiste sur l'amélioration des infrastructures urbaines ainsi que la réhabilitation des quartiers précaires.
Et on reste avec notre reporter Lanciné Bakayoko pour parler cette fois de foncier rural. Des représentants de la Banque mondiale et de l'Agence foncière rurale ont rencontré hier vendredi les services du Premier ministre Robert Begré-Mombé. Objectif de cette réunion, passer au peigne fin, mieux affiner les stratégies susceptibles d'améliorer la sécurisation du foncier rural via le Presse-Fort, le programme de renforcement de la sécurisation foncière qui va s'étendre à 16 régions du pays. Reportage. Un programme national, une agence d'exécution, un système d'information, un manuel d'opération foncière, des comités villageois, un certificat foncier automatiquement édité à la fin de la procédure, des contrôles automatisés, bref, le PAMOFOR a jeté les bases d'une meilleure gestion foncière en Côte d'Ivoire. Et il y a eu des innovations aussi, notamment avec la question des contrats qui, au-delà du certificat foncier, peuvent aider les gens qui ont des accords entre propriétaires coutumiers et exploitants à mieux les formaliser. Et ça, on espère bien que ça va contribuer à l'apaisement des conflits et à une amélioration de la cohésion sociale. Le gouvernement et ses partenaires financiers ont donc décidé de poursuivre les activités via le programme de renforcement et de sécurisation foncière Presse-Fort. Le Presse-Fort, qui va s'étendre à 16 régions, orientera essentiellement son action vers la digitalisation de la gestion foncière et surtout vers l'amélioration de l'efficacité et l'inclusivité des enregistrements fonciers. La première action à mener auprès des populations, c'est d'abord des actions de communication, des actions de sensibilisation pour que les populations puissent véritablement comprendre quels sont les enjeux et quels sont les avantages qu'elles peuvent tirer dans une adhésion massive aux interventions de l'État de Côte d'Ivoire. L'agence foncière rurale AFOR en appelle à l'implication de tous les Ivoiriens, d'autant que l'opération y va de la stabilité et de la modernisation de la Côte d'Ivoire. On a eu toutes les difficultés dans certaines régions au départ parce qu'on ne comprenait pas, on voulait savoir si on ne venait pas déposer des gens au profit d'autres populations. Tout cela s'est apaisé, vous voyez les résultats, 90%. Alors pendant 20 ans, on était au plus 4000 cette fois fonciers. Aujourd'hui, ça a été multiplié par 15 en moins de 4 ans. Que les politiques de tous bords, de tous chapelles, de tous minéraux auxquels ils appartiennent, parce qu'il s'agit d'un projet de grande sensibilité, de sécurité, de sûreté même, et ne pas se perdre dans des questions qui, ma foi, n'en valent pas la peine. Si tout se passe comme prévu, la Banque mondiale devrait accroître le niveau de ses engagements financiers. La délivrance du certificat sera gratuite. La guerre déclarée aux constructions anarchiques à travers conférences inaugurales, panels et expositions des acteurs de l'écosystème du cadre bâti ont permis de passer en revue les problématiques du secteur de la construction. C'était au cours de l'édition 2024 de Urbanic, forum des innovations technologiques du bâtiment et des travaux publics à l'ère du numérique, tenu autour du thème suivant, ensemble pour un habitat à sécuriser. En toile de fond donc, l'éradication des effondrements d'édifices et de constructions anarchiques en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous dit Dangui Dangui. L'édition 2024 de Urbanic a rassemblé de nombreux acteurs du cadre bâti en ouvrant un front contre les constructions anarchiques. En témoigne le thème de cette édition, à savoir « Ensemble pour un habitat sécurisé ». On veut éviter les effondrements qu'est la construction anarchique en Côte d'Ivoire. Pour cela, il faut passer par des formations. Il faut essayer de réunir toute la chaîne technique afin que chacun réfléchisse et qu'on fasse des propositions concrètes au gouvernement pour que désormais on puisse travailler, que ce soit des professionnels qui sont à la tâche désormais. Cette déclaration de guerre aux constructions anarchiques bénéficie du soutien des autorités qui disent ne ménager aucun effort pour veiller à la sécurité du cadre bâti. Pour garantir la stabilité de son bâtiment, c'est à travers les architectes et les ingénieurs conseils, donc à travers les professionnels en la matière qu'on peut arriver. Parce que le maître d'ouvrage n'est pas forcément un sachant. Donc les différentes réformes que nous avons initiées n'ajoutent en rien au coût. Ce sont des coûts qui étaient déjà pratiqués, donc qui sont connus. Ce sont des honoraires des professionnels qui se négocient. Il faut dire que le gouvernement travaille à la réduction du coût des matières premières dans l'industrie du BTP, notamment à travers le décret sur l'interdiction de la ferraille morte, qui était de 5 ans, qui est passé à 10 ans, pour permettre d'avoir des matières premières du fer de bonne qualité à moins de coût. Urbanic est un forum organisé par la Confédération des PME-PMI du BTP du Côte d'Ivoire
avec le soutien du gouvernement. Conférence inaugurale, panel, exposition ont été entre autres les grandes articulations de cette édition 2024 de Urbanique. Et une autre déclaration de guerre enregistrée cette fois contre la cataracte. Madame, monsieur, la vie, c'est la vue. Vous l'avez certainement déjà entendu. Ce célèbre adage qui célèbre à son tour l'importance d'avoir une bonne vision. Ennemi identifié de cette bonne vision, la cataracte. C'est d'ailleurs la première cause de cécité en Côte d'Ivoire. Près de 56 000 cas de cataracte sont répertoriés dans le pays chaque année selon le ministère de la Santé. Pour freiner cette pathologie, les campagnes se multiplient. À Audienay, une campagne gratuite de dépistage et de chirurgie de la cataracte a été lancée par le maire de la commune, à Séléba Touré, représentant pour les circonstances le ministre de la Santé, Pierre Demba. Khalil Diomandé. Handicapée moteur, Salimata est depuis quelques mois en passe de perdre également la vue. Elle est atteinte d'une cataracte. Elle vient participer à la campagne gratuite de dépistage et de prise en charge de la cataracte au CHR d'Audienay. La cataracte, c'est l'opacification du cristallin. Dans l'œil, il y a une lentille, c'est comme si c'était des lunettes. C'est ce qui nous permet de mieux voir. Et donc, quand ça vieillit, ça devient blanc, la lumière ne passe plus à travers. Et donc, les gens ne voient plus. Il y a une cause naturelle, c'est l'âge. Il y a les facteurs génétiques. Il y a des enfants aussi qui naissent avec. Après les différentes analyses, Salimata est conduite au bloc opératoire. Et comme plusieurs patients, elle subit avec succès la chirurgie de la cataracte. On dit merci aux organisateurs. On pense que d'ici là, Inch'Allah va retrouver la vue. Depuis qu'ils ont opéré mes yeux, vraiment, je me sens bien. Ouais, je remercie le ministère de la Santé. Cette campagne gratuite au CHR d'Audienay cible 300 personnes. C'est une initiative du ministère de la Santé en collaboration avec la société Fortuna Mining et le conseil municipal d'Audienay. Le but est de freiner la propagation de cette pathologie, considérée comme la première cause de cécité en Côte d'Ivoire. Nous avons 56 000 personnes sur le sol ivoirien atteintes de la cataracte. Et aujourd'hui, il y a un travail formidable qui se fait. Et je voudrais dire merci pour la campagne d'Audienay. Et nous lançons un appel à nos parents, aux populations de venir massivement, se faire consulter et éviter de perdre la vue. Au nom du ministre de la Santé, Pierre Demba, Séléba Touré a remis une ambulance flambant neuve au CHR d'Audienay. Dans la foulée, elle a annoncé le démarrage imminent des travaux de réhabilitation de ce centre hospitalier. Un reportage de Khalil Diomandé dans le sujet qui va suivre. On parle des maladies mentales. Chaque année, 65 000 personnes sont reçues dans les centres spécialisés de prise en charge. Très peu de professionnels de la santé sont formés pour soigner ces derniers. Le programme national de santé mentale travaille à rendre accessible à tous les soins. Malgré ces efforts, la guérison reste un long processus. Ne sachant parfois où donner de la tête en quête de guérison, les camps de prière deviennent alors la première alternative. Ces structures non conventionnelles reçoivent environ 80 000 personnes par an. La bonne nouvelle, c'est que ces maladies mentales, eh bien, on peut en guérir. Didier Nguessan. À Djamé-Williamsville, centre de prière et de guérison, Yaobio de l'église Pentecôte. Derrière cette clôture de fortune sont isolés des malades mentaux. Certains, en quête de guérison, y sont depuis plusieurs mois, amenés par leurs proches. Ces patients, nous apprendons, sont pour la plupart violents. Ils sont séparés des autres malades installés sous ce hangar. Cet après-midi, l'apôtre Kobenan, accompagné de ses collaborateurs, échange avec les patients et parents de malades. Nous qui vous avons vu venir ici, quand nous vous voyons, on sait ce que Dieu a fait. Ici, le premier traitement est la prière. Entre prière et traitement, l'attente de la rémission des troubles psychologiques peut être longue. Certains ont pu aller jusqu'au bout du processus de guérison. Ce matin, Kosia, Christine et Catherine, deux anciennes pensionnaires du camp de prière et un parent de malade totalement remis, rendent visite aux responsables religieux. Tu as vu comment le Seigneur est merveilleux? Merveilleux. C'est lui qui restaure les gens. Suite à un deuil périnatal, Kosia va connaître un stress post-traumatique qui l'amènera à errer dans les rues d'Abidjan avant de trouver la guérison dans ce centre. Quand je suis venue comme ça. Donc, ce que j'ai trouvé ici, on dit, qu'on dirait qu'il y a une folle qui est venue. On dit, mais
C'est vrai. Hein. Donc alors on va aller voir Papa Bio. Ils sont partis voir Papa Bio. Papa Bio dit que c'est la volonté de Dieu. Et puis il a cherché les gens. En même temps, on m'a cadré. Les gens s'est occupés de moi. Pourtant, mes parents sont en train de me chercher là-bas. Jusqu'à, au plus tard, 3 mois. Et puis le Seigneur m'a guéri. Le fils de Catherine était accro à la drogue. Sa mère partageait avec lui sa souffrance. On a fait la Croix Bleue à 3 reprises. Et Bingerville, là-bas, juste pour nettoyer le sang, faire les traitements, tout ça. Mais c'était pas ça. Hein. On pleurait tous les deux jusqu'au matin. Et là, quand on est venu subitement, les maux de ventre étaient passés, avaient disparu complètement. C'est ce qui m'a fait prendre conscience que vraiment, il y a la main de Dieu dans cette affaire. Aujourd'hui guéri, le fils de Catherine occupe des responsabilités professionnelles. La foi au service du bien-être émotionnel et physique. Les hommes de Dieu en témoignent. Quand ils viennent, c'est la solution qu'ils cherchent d'abord. Même qu'ils soient chrétiens ou pas, mais il faut l'amener à croire que Jésus peut le faire. Et quand après ça, on prie, le Seigneur lui-même, il glorifie son nom. Quand on arrive ici, on peut arriver KO. Le Seigneur fait qu'on repart OK. Le fou ne sait même pas où il va, ou ce qu'il fait. Et Dieu veut restaurer l'homme. Quand quelqu'un est délivré de sa folie, cela ne fait pas de lui un enfant de Dieu. Il appartient maintenant à ce dernier d'écouter la parole et d'accepter, n'est-ce pas, le plan de Dieu dans sa vie. Le centre de prière et de guérison Yaobio reçoit une centaine de patients par an. Ces camps font partie des structures de prise en charge dites non conventionnelles. Le ministère de la Santé en dénombre 541 en Côte d'Ivoire. 80 000 malades y sont traités par an. C'est beaucoup plus que les 65 000 personnes traitées dans les 35 structures spécialisées. Ces pathologies sont prises en charge par moins de 100 médecins spécialistes en santé mentale en Côte d'Ivoire, selon l'OMS. Dr Koukouyon, médecin psychiatre, est l'un d'eux. Il identifie les maladies mentales les plus fréquentes. Les troubles les plus courants qui sont rencontrés en consultation ici, c'est déjà les troubles de l'humeur avec en chef de file la dépression qu'on rencontre très souvent. Il y a aussi le trouble bipolaire qui se présente. Bien évidemment, à côté de cela, il y a les questions de troubles dissociatifs, notamment la schizophrénie. Il y a des troubles anxieux qui sont aussi présents. Le spécialiste alerte sur l'épuisement professionnel pour lequel il est de plus en plus sollicité. Déjà en matière de prévention du burn-out, je dirais que c'est à double niveau parce qu'il y a le rôle de l'employeur, mais aussi le rôle de l'employé, du concerné. Au niveau de l'employeur, c'est de s'assurer d'avoir des horaires de travail qui permettent justement aux employés de donner leur plein potentiel, de créer les conditions de travail qui favorisent l'épanouissement des employés en question, notamment avec la flexibilité des horaires, une meilleure organisation dans le travail, un environnement sain, ne pas être constamment dans la répression, dans le stress à outrance. Mais au niveau de l'employé, il y a l'habilité à gérer son stress, l'habilité à créer une vie équilibrée, à avoir une vie équilibrée entre le travail, la vie de famille et les loisirs. Malgré les nombreux cas de burn-out en entreprise, la sécurité sociale ne reconnaît pas les maladies mentales comme étant des maladies professionnelles. Pour leur prise en compte, le Programme national de santé mentale ne cesse de plaider. S'il est possible de guérir des troubles mentaux, la prise en charge dans les structures spécialisées est-elle accessible au plus grand nombre? Le directeur du Programme national de santé mentale rassure. Il y a un effort du gouvernement pour que le coût des médicaments soit également plus accessible. On tourne autour de 300 à 400 000 francs par an. Ça veut dire un suivi régulier, y compris les consultations, y compris toutes les phases d'hospitalisation qui peuvent avoir lieu, y compris tous les bilans de santé, les bilans de contrôle, les bilans sanguins et même les frais indirects, l'accompagnement du patient avec un proche. Il y a tout le processus actuellement de pouvoir intégrer les paquets de prestations psychiatriques dans le paquet CEMU. En traitement médical et prière de délivrance, la santé mentale fait des progrès. La prévention, l'accès au traitement et l'implication des employeurs et de la sécurité sociale
en sont les principaux leviers. Voilà, maladie mentale, l'espoir de guérison demeure. Dans les colonnes de l'actualité nationale ce samedi, proclamation des résultats d'examen à grand tirage par le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'apprentissage. Sur 23 842 candidats, 18 536 sont admis, soit un taux de réussite de 70,75%. Je vous invite à écouter le directeur des examens et concours à l'ADEX, M. Yeo Donapo, propos recueillis par Sidonie Davila. Étaient concernés par ces examens 23 842 candidats. Les résultats par diplôme et par filière se déclinent de la façon suivante. Sur les 4 749 candidats au certificat d'aptitude professionnelle, 3 377 sont déclarés admis, soit un taux de 71,11% de réussite. En ce qui concerne les brevets d'études professionnelles, sur les trois candidats ont été déclarés admis, soit un pourcentage de 100%. Pour ce qui concerne les BT, les brevets de techniciens, sur 18 686 candidats inscrits, 14 942 sont déclarés admis, soit 79,96%. Quant au BP industriel, sur les 68 candidats, 32 candidats ont été déclarés admis, soit 47,06%. Ce qui concerne les brevets professionnels banques, sur les 336 candidats, 182 ont été déclarés admis, soit 54,17%. Au total, sur les 12 407 candidats du genre féminin, 9 922 ont été déclarés admis, soit 79,97%. Sur les 11 435 candidats du genre masculin, 8 614 ont été déclarés admis, soit 75,33%. On retiendra que nous avons enregistré 18 536 admis sur 23 842 candidats, soit un taux de réussite national de 77,75%. L'analyse de ces résultats. On note un taux d'admission des filles plus élevé que celui des garçons. On note également un taux d'admission élevé dans les filières industrielles que dans le tertiaire. Un taux d'admission plus important, 77,75% par rapport à celui de l'année dernière qui était de 56,08%. Bravo à tous les admis à ces examens. Madame, Monsieur, après avoir réussi à son bac, la première question que se pose certainement le nouveau bachelier, c'est celle de son orientation. Comment réussir son orientation? Pour quelle filière opter afin de ne pas se faire prendre au piège de la mauvaise orientation? Pour aider les nouveaux admis dans cette tâche, l'association GrandesÉcoles.net a mis en place le Salon de l'orientation. La 13e édition a ouvert ses portes dans la commune de Cocody et va s'étendre jusqu'à l'intérieur du pays, notamment dans les villes de Bouaké et de Daloa. Ismaël Evrard et Jean-Marc Djadji nous en parlent. Lycée classique d'Abidjan, 4 jours après la proclamation des résultats du baccalauréat, session 2024. Rebecca et sa sœur jumelle, toutes deux admises, prennent part à la 13e édition du Salon de l'orientation. Première étape de cette journée, les inscriptions. À l'instar d'autres bacheliers, elles sont entretenues par une conseillère d'orientation. Arrive ensuite la visite des stands d'école. Une centaine d'universités exposent ce jour. Chaque établissement fait montre de ses atouts en termes de maquettes pédagogiques. De quoi offrir une panoplie de filières aux sœurs jumelles. Nous sommes arrivés ici, on a vu plusieurs universités, grandes écoles, et on arrive à faire le tour de ces stands-là pour pouvoir trouver une université capable de répondre à notre préoccupation. Intégrer une université ou une grande école qui épouse ses aspirations, c'est également la motivation du jour pour Ange et son ami Ezebio. Moi, je veux me lancer dans l'architecture et je veux voir les écoles qui sont mieux placées dans ce canevas pour m'aider et pour m'orienter. Pour moi, ce qui pourrait faire la différence, d'abord, c'est le savoir. Et après la formation, qu'est-ce que l'école me garantit? C'est ça. Aider à faire un choix convenable est aussi une tâche qui incombe aux parents. On a retiré les différents prospectus. Donc, avec les enfants étant à la maison, on va checker pour mieux être orienté, puis la suite va se faire. Ce rendez-vous est à l'initiative d'experts en orientation. Réunis au sein de l'association GrandesÉcoles.net, offrir la possibilité aux nouveaux bacheliers d'avoir accès à des conseils est pour eux un sacerdoce.
Nous avons remarqué que les enfants ne s'orientent pas en fonction des filières disponibles, en fonction des métiers qui leur correspondent, afin d'effectuer les choix qu'il faut pour leur avenir. L'informatique, le droit, la gestion commerciale et le marketing sont entre autres filières qui s'offrent aux différents admis. Bouaké et Daloa sont les prochaines villes qui accueilleront la 13e édition du Salon de l'orientation. Et après les efforts fournis, la récompense, le Conseil ivoirien de la jeunesse a organisé la 27e édition du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de l'excellence en milieu scolaire, le 12e anniversaire du prix Kojis Ofomu du savoir. La cérémonie s'est tenue à Abidjan, dans la commune du Plateau. Objectif à promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Reportage signé Naomi Moukla et Jean-Marc Djadji. Pour cette 27e édition du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de l'excellence en milieu scolaire, le Conseil ivoirien de la jeunesse récompense les 110 meilleurs élèves ivoiriens du premier et second cycle. Des kits scolaires, des diplômes d'excellence et la somme de 100 000 francs CFA leur sont remis. Pour moi, c'est une opportunité de montrer que les filles peuvent être intelligentes. J'encourage aussi toutes les filles de ma génération et des générations prochaines à mieux travailler. Kojis Ofomu, première récipiendaire du prix d'excellence Félix Houphouët-Boigny dans les années 60, salue l'initiative du Conseil ivoirien de la jeunesse et invite les élèves à exceller dans le travail. Nous avons besoin de célébrer nos enfants, nos meilleurs enfants. Aux élèves, je m'en vais vous exhorter à aimer l'école, à aimer le travail, car le chemin de l'excellence, c'est la discipline et le travail. Si la perfection reste inaccessible pour les humains, l'excellence demeure une possibilité. Ange Célestin Hadji, initiateur de la cérémonie, souligne l'importance de l'événement. Ce prix a été initié dans les années 1997 dans l'optique de promouvoir l'excellence en milieu scolaire, mais surtout aider les parents à surmonter les difficultés financières inhérentes à tout début de rentrée scolaire. Chaque année, les 3 meilleurs élèves du premier et second cycle reçoivent des prix du Conseil ivoirien de la jeunesse. Et on continue de parler de célébration de l'excellence dans ce journal. Les 13 meilleurs écoliers et élèves du département de Béoumi ayant obtenu la mention assez bien au baccalauréat, au BAPC et au CAP session 2024 ont été célébrés lors d'une journée de l'excellence, une cérémonie dans le cadre de la première édition de la journée de célébration de l'excellence scolaire organisée par la Fondation Alekofi pour le développement à Béoumi. On retrouve cette fois Charles Tatou. Ils sont au total 13, les meilleurs enregistrés par le département de Béoumi à l'issue des examens scolaires 2024. La Fondation Alekofi pour le développement, FACODER, les a honorés en présence des autorités locales et de la communauté éducative. L'école est l'instrument par lequel tout enfant a la possibilité de s'élever au statut social qu'il n'a pas forcément eu à la naissance. Et nul enfant ne doit être freiné dans ses ambitions par la modestie de ses origines. Nous nous engageons à toujours travailler avec ardeur dans nos études pour réussir à nos examens et servir d'exemple et de modèle aux générations suivantes. Ces lauréats, dont 7 filles et 6 garçons, sont repartis à la maison, chacun avec des fournitures scolaires, des annales, des tablettes, des ordinateurs portables et des bons d'achat en numéraire. Les autorités locales saluent cette initiative. Les congés anticipés, nous allons prendre l'engagement de ne plus avoir cela à Béoumi. Chers parents, nous avons le temps d'éduquer nos enfants, de leur dire que nous comptons sur eux pour que demain, la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant. Les élèves Diop Abdoul, 281 points, Kouakou Enoch, 263 points, et Zon Ivan Yasmine, 256 points sont les meilleurs bacheliers du groupe des lauréats. Pour le BPC et l'entrée en 6e, les super lauréats sont respectivement Nguessan Colombe Ruth Exter, 322,48 points, et Ouattara Ponapewa Nafiassou Océane, 165,22 points.
Reportage signé Charles Tatou. Les lauréates du concours Miss Mathématiques 2024 sont connus. Leur nom, Yaoneli du lycée Sainte-Marie de Cocody, Miss Mathématiques du niveau 3e avec une moyenne de 18,25 sur 20. Et Kwame Amenangras du lycée scientifique de Yamoussoukro, Miss Mathématiques niveau terminal avec une moyenne de 12,50 sur 20. 628 candidates ont pris part à ce concours. L'objectif de ce concours, initié par la Société mathématique de Côte d'Ivoire, est d'encourager les jeunes filles à se tourner vers les séries scientifiques, mieux à exceller dans les mathématiques. Amidi Rassouba. Yaoneli, en classe de 3e au lycée Sainte-Marie de Cocody, et Kwame Amenangras en terminale C au lycée scientifique de Yamoussoukro. Ce sont les nouvelles Miss Mathématiques 2024. Ces cracks des mathématiques sont récompensés en nature et en numéraire. Ça n'a pas été facile, mais je me suis donnée à fond et j'ai été obligée de jongler entre le BPC et ce concours. Donc j'ai persévéré pour atteindre mon objectif. Je suis heureuse et je ne m'y attendais pas vraiment. Pour le président du concours Miss Mathématiques, la quête de l'excellence est le chemin le plus sûr pour la réussite. Il a félicité les acteurs du système éducatif pour le travail abattu face aux mutations qualitatives qui s'opèrent. La révolution numérique qui s'accélère, notamment avec l'intelligence artificielle, l'amélioration des conditions sanitaires des populations, la sécurité alimentaire, pour relever ces nombreux défis. Et face aux mutations qui s'opèrent sous nos yeux, une approche qui cadre mieux avec la situation impose des transformations dans nos manières de penser, de vivre et de produire. Il est reconnu pour son brillant parcours scolaire et sa carrière professionnelle. Yense Yakuba, directeur général du port autonome d'Abidjan et parrain de ce concours, a félicité ses filleuls pour les résultats qui l'honorent. Pour bâtir nos pays à venir, ces maîtrises de cette technologie-là seront des éléments importants de différenciation. Et ceux qui maîtriseront le plus ces matières seront ceux qui seront dans le peloton de tête. Et la Côte d'Ivoire ambitionne effectivement d'être dans le peloton de tête. Il y a donc lieu dès maintenant de préparer la matière intellectuelle qui sera là pour relever les défis à venir. Pour rappel, le concours Miss Mathématiques s'est déroulé le 4 mai dernier. Il a enregistré la participation de 628 candidates venues de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. La joie des Miss Mathématiques bien visible. Les femmes qui œuvrent pour la protection de l'environnement et qui luttent contre le réchauffement climatique ont été célébrées au cours de la 2e édition de la rentrée des prix dénommés Mères Gages de Verre. La cérémonie s'est tenue dans la commune de Cocody. Je vous invite à suivre ce reportage. Des femmes engagées pour la protection de l'environnement reçoivent lors de la 2e édition de Mères Gages de Verre une récompense. C'est une fierté, je suis très contente d'être honorée. Pour moi, c'était une reconnaissance. Et aujourd'hui, les Ivoiriens ont commencé à se tourner vers cette solution qui permet de pouvoir résoudre le problème de logement en Côte d'Ivoire. Et donc, j'exhorte vraiment tous les Ivoiriens à choisir les gestes éco pour sauver notre planète. Les prix Mères Gages de Verre visent également à promouvoir l'investissement des femmes dans le développement durable. Mères Gages de Verre est une initiative qui sert à honorer toutes les femmes environnementalistes de la Côte d'Ivoire qui, de par leurs différentes activités, protègent l'environnement. Je souhaite que les politiques prennent à cœur ce genre d'organisation parce que quand nous organisons une activité pour honorer les femmes, il faut se donner corps et âme. Il faut travailler pour pérenniser les différentes actions que nous faisons. Les promoteurs du prix Mères Gages de Verre prévoient de s'implanter à l'international et d'élargir leur champ d'action. Un reportage de Dialogue Emila commenté pour vous par Jean-Marc Djadji. Dans l'actualité internationale en Tunisie, le président tunisien Kais Saied, au pouvoir depuis 2019, a annoncé hier, vendredi 19 juillet 2024, qu'il briguerait un nouveau mandat lors de l'élection présidentielle qui doit se tenir le 6 octobre prochain. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À le début de l'après-midi, Dieu garde la Côte d'Ivoire.